Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. Journée mondiale de l'habitat, l'événement est célébré chaque premier lundi du mois d'octobre. Les problèmes de l'urbanisation rapide de nos pays et son impact sur l'environnement sont au cœur de l'édition 2020. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est également la journée mondiale des enseignants, une journée qui sensibilise sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif. Enfin, immersion dans l'univers de ceux qui sont chargés de la sécurité des engins à l'entrée de certaines institutions et même des marchés, les gardes-vélos. Cette activité en plein essor nourrit-il son homme? Réponse dans ce journal. La journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque année tous les premiers lundis du mois d'octobre pour réfléchir à l'état des établissements humains et aux droits du peuple à un abri suffisant. Cette journée vise à rappeler aux gens qu'ils sont responsables de l'habitat des futures générations. Cette année, la journée mondiale de l'habitat focalise les attentions sur les problèmes de l'urbanisation rapide de nos pays et son impact sur l'environnement. Dans cet élément que je vous invite à suivre, Patrick Adjagbodjo nous parle des différents types d'habitats dont les générations futures ont besoin pour un monde vert et ami de l'environnement. Nous sommes 7,5 milliards de personnes sur la planète depuis 2017. Une population mondiale qui devrait passer à 10 milliards d'habitants en 2050, dont 2 tiers seront concentrés en zone urbaine. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes vivent dans des villes surpeuplées et dans des logements inadéquats. D'ici 2030, ce nombre passera à 1,6 milliard. Ainsi, le nombre de personnes sans abri ou n'ayant pas un habitat adapté pour y vivre décemment va augmenter. C'est pourquoi depuis 1985, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la célébration de la Journée mondiale de l'habitat tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année. Cette année, célébrée ce 5 octobre, cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat qui permet de concilier confort, économie et écologie. Dans une société en pleine mutation profonde, avoir un logement adéquat est plus qu'une question majeure. À quoi ressemblera l'habitat de demain? Comment assurer un logement sain et confortable à une population toujours croissante tout en préservant la planète? Les défis sont urgents. Réchauffement climatique, épuisement des ressources, crise énergétique, extension des villes, inégalités croissantes et vieillissement de la population. Penser l'habitat de demain n'est plus l'apanage des spécialistes, mais concerne chacun de nous. L'habitat de demain doit répondre à 4 critères. Il doit être adaptable afin de faciliter le quotidien des personnes vulnérables en leur donnant les moyens d'être à l'aise chez elles en toute sécurité. Connecté avec des nouvelles technologies pour devenir plus confortable, plus sûr et plus économe en énergie. Accessible face à l'urbanisation croissante des villes. Résilient face aux effets des changements climatiques. Et écologique pour participer à l'effort global de réduction des consommations d'énergie qu'impose la transition énergétique. Le monde change et avec lui, l'habitat s'adapte à nos besoins, nos aspirations et nos projets. Aujourd'hui, avoir accès à un logement est un droit fondamental qui entraîne tous les autres droits humains. Le seul moyen de garantir ce droit est d'offrir un toit durable à chaque citoyen du monde. Ils
sont nombreux à transmettre au quotidien dans les écoles, collèges et lycées leurs connaissances aux apprenants, tout en suscitant en eux l'envie d'étudier. Eux, ce sont les enseignants et enseignantes. La communauté internationale les célèbre ce 5 octobre pour leur contribution majeure à l'éducation. Au Bénin, enseigner est-il toujours une passion? Pour répondre à cette interrogation, une équipe de BE24 est allée à la rencontre d'un enseignant et d'un aspirant au collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Enseigner un métier né d'une passion pour Rémi. Sa carrière d'enseignant a pris son envol depuis 2002 après sa maîtrise en philosophie à l'université d'Abomey-Calavi. Ici, il enseigne par vocation sa matière en classe de première. Avant que je ne me lance dans ce métier d'enseignant, je formais des gens qui allaient au BEPC et réussissaient brillamment. J'avais cette vocation d'enseigner et c'était avec fierté que je le faisais. C'est donc avec fierté qu'il transmet ses connaissances aux apprenants, suscitant en eux l'envie d'étudier. Selon lui, enseigner est plus qu'un art intellectuel. Il s'agira d'éveiller en l'apprenant ce qui sommeille en lui, l'amener à comprendre ce qu'il possède en termes de capacité, de compétences et à construire tout cela pour être lui-même. D'une classe à une autre, Ézéchiel fait sa première prise de contact avec ses apprenants de la classe de première. Il fait partie des 15 875 aspirants au métier d'enseignant recrutés par l'État pour combler la pénurie d'enseignants exprimée dans les collèges et lycées. Être enseignant, une passion qu'il nourrissait depuis de longues années. C'est depuis le primaire, je dirais, parce que j'ai eu certains enseignants qui m'ont bien encadré, qui m'ont bien aimé. Et là, j'ai vu que ça, c'est un métier que je pouvais aussi faire et les imiter. Cet ancien vacataire enseigne le français. Il ambitionne devenir un enseignant émérite. Transmettre ses acquis intellectuels, son leitmotiv. J'ai choisi d'enseigner parce que j'aime transmettre une notion, une connaissance à autrui. Et c'est une volonté de partager et d'enseigner, d'inoculer un savoir que l'on a à une autre personne. Tous s'accordent à reconnaître que l'enseignement n'est pas un pis-aller. L'enseignant n'a plus une image noble. Il est considéré comme le clochard, le nécessiteux, celui-là qui n'a rien trouvé et qui doit aller chercher quelques heures à grignoter pour survivre. Il n'existe pas de bon système éducatif sans des enseignants qualifiés et chevronnés. La renaissance de l'école béninoise passe aussi par la qualité de ses enseignants. Autre élément dans ce journal, ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Ils assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à deux roues de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble nourrie son homme. Suivez ce reportage pour plus de précision. Nous venons à 7h et à 20h, nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs.
Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit l'homme en question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde-vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Parlons maintenant culture, les danses traditionnelles. Le Bénin en compte plus d'une centaine dans son répertoire des arts et cultures. Elles constituent une immense richesse culturelle. Comme la musique, chaque danse porte un nom et peut-être une offre touristique. Sur quel levier culturel les gouvernants doivent agir pour mieux vendre le tourisme à travers les danses traditionnelles? Rapi Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, propose quelques actions culturelles. Il y a le Zenli, que tout le monde connaît, qui est rénové par une icône à l'Équiraou. Il y a le Rongan, il y a le Doba, il y a le Toba Rayé, il y a... Donc ça, je vis déjà un peu vers la zone Marie, pour dire qu'il y a le Toba, il y a le Tchengoumen, il y a le Abadja, du côté du Mono, il y a le Atchipé, il y a le Gogourou, il y a le Zenli Bété, du côté de Saroué, il y a le Akoto Zenli, du côté de Lomé, il y a par exemple le Tipenti, du côté de l'Atakora, il y a le Tilaberi, du côté de Wama, il y a le Atcharoun, il y a le Adjogan, au niveau de Lomé, par exemple, de Porto Novo, c'est une danse princière. Potentiellement, c'est une offre touristique, mais de façon pratique, cela vient accidentellement. Pendant le 10 janvier, la période du 10 janvier, il y a le professeur Alade Kofi, qui est aujourd'hui un trésor humain vivant en matière de danse traditionnelle au Bénin, qui organise le Festival international de la danse à gogo. Et ce festival, quand les gens finissent les visites touristiques dans la journée, le soir, ils viennent justement à la place du Fort Français pour se divertir, pour voir encore un autre aspect, l'aspect immatériel de notre richesse touristique. Donc, ils le vivent en direct donc, de la scène et c'est plusieurs danses, variétés de danses qui se pratiquent devant eux. Donc, cela leur donne le goût de revenir chaque année. C'est là où l'importance, toute l'importance de la mise en tourisme du patrimoine immatériel, notamment des événements qui promeuvent les danses traditionnelles, ce que les autres n'ont pas chez eux, les rituels, les savoir-faire. Quand vous prenez par exemple le Rongan d'Abomey, vous allez voir des pagnes tissées avec des tentures, des dessins qui sont uniques, des toiles appliquées. C'est ça en fait. Et donc les gens vont être attirés par ça pour dire « Ah ça, je veux bien voir ça » et l'artisanat accompagne. Hors du Bénin, le Niger vient de se doter d'une feuille de route pour l'opérationnalisation du visa électronique. L'objectif du visa électronique est de faciliter les formalités de voyage et de renforcer l'attractivité touristique et économique du pays, en plus de permettre aux autorités compétentes une meilleure gestion de ses frontières et un contrôle plus efficace de la migration. Le Niger est historiquement un pays très attractif pour la migration pour diverses raisons économiques,
touristique ou de transit, mais avec près de 5600 km de frontières internationales, une trentaine de points d'entrée terrestres officiels, 3 aéroports internationaux, il n'est pas possible de procéder au contrôle du territoire national sans une gestion modernisée des frontières et une coordination efficace entre tous les services compétents. Tous les acteurs sont donc décidés à faire du e-visa une réalité au Niger dans les meilleurs délais. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.